François Bon, Balzac roman, on continue la fresque. Pour l'instant, c'est un voyage au long cours. Il y a même l'idée là qu'on puisse avoir la totalité de la comédie humaine, là, avec simplement des repérages audio, des enquêtes. Bientôt, le ciel s'éclaircit, des incursions sur le terrain. Et dans cette grande fresque, comme avec en ce moment la lecture de Ernst Curtius, la case biographie, non pas comme général, non pas comme description, mais aussi incursion, îlot, et parfois ces îlots ont la taille d'un continent. C'est aussi le cas de la planète. On a quelques îles qui sont en elles-mêmes des continents, et ce continent, c'est bien sûr ce qu'incarne Madame Hanska, Evelyn Hanska, qui lui écrit dès 1832 sous le nom L'étrangère, pas plus. S'ensuit une correspondance avec des choses un peu secrètes. On signale dans des petites annonces dans le journal qu'on a bien reçu ou bien répondu, puis vont s'amorcer quelques rencontres en Suisse, et puis. Et oui, Balzac, ça se verrait bien. On ne sait jamais s'il s'agit de quelque chose lié à l'univers qui soit strictement affectif ou privé. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ou tout simplement ce que ça représente aussi socialement, de devenir un aristocrate là, dans l'Europe de l'Est, apparenté aux grandes familles. C'est toujours un petit peu confus chez lui. Mais en attendant, il faut attendre que Madame Hanska marie à Monsieur Hansky, bien que Monsieur Hansky veuille bien laisser la place. Il est bien plus âgé qu'elle, mais il prend son temps. Et quand il finira justement par la laisser libre, la place, eh bien, c'est elle, Evelyn Hanska, qui hésite. Il y a de quoi, il y a aussi les résistances de sa propre famille. Et c'est seulement en 1847, donc bien tardivement, que Balzac va se risquer dans un premier voyage en Ukraine. Il part en septembre, c'est long de faire ce voyage. On a peu de choses concrètes sur le temps même du voyage, sinon aller piocher, mais on le fera évidemment à mesure des rencontres. On l'a déjà fait, par exemple, pour le voyage en Sardaigne. Vous l'avez vu là, cette vidéo, avec le séjour à Marseille, les barques qu'on emprunte, ou bien ce séjour-là d'Angoulême via Limoges jusque là en Savoie pour retrouver sa marquise, et puis qu'il arrive parce qu'il est tombé, sa jambe plâtrée allongée sur le dessus de la diligence. Oui, on a plein d'éléments sur le voyage de Balzac, mais beaucoup moins que si, par exemple, on va dans les mémoires d'outre-tombe, les deux voyages, quel passage, le passage du Saint-Bernard, donc oui, je suis au sens propre, de Châteaubriand à Prague. Là, on a tout, les petits hôtels, les conversations, les carrioles. Ces voyages en Ukraine, dans la biographie, pour moi, ça restait, là encore, des choses un petit peu vagues. C'est bien pour ça qu'on s'y attelle. Donc, deux voyages, puisqu'il arrive en octobre. Novembre, décembre, janvier. Il revient en février 1848, ce qui n'est pas une année mineure pour la France, bien évidemment. Là, il va repartir en octobre, donc 6 mois plus tard, et cette fois-ci, il va rester donc de 1848 jusqu'à mai 1850. Ils vont se marier, enfin, et retour, mais le retour, ce sera pour mourir. À peine quelques mois plus tard, et c'est cette case-là que je voudrais ouvrir. C'est la loi de ce genre de projet, on a besoin de fixer le terme pour définir la marche ou les échelles générales. Alors, ces toutes dernières années, 1846, 1850, 1846, 1847, on a deux monuments qui sont peut-être un sommet, peut-être la fraction aussi la plus dure de la comédie humaine, ou la plus totale de ce que Balzac peut mettre dans un livre, et dans la langue. La cousin Ponce, la cousine bête, les parents pauvres. Bien évidemment, on ira lire de près, de très près. Ça apparaît en feuilleton, je crois dans le Constitutionnel ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas encore
en tant que livre. Et c'est quand il revient, là, ce début 1848, est-ce qu'il a écrit autre chose entre-temps? Oui, il y aura l'année 1848, un texte plutôt politique, et donc sur ce qui nous intéresse finalement assez peu. Bien sûr, on ira voir aussi, ça s'appelle Lettres sur le travail, et Balzac n'est pas forcément quelqu'un de très éclairé, et pourtant il sait ce que c'est que le travail. C'est dans cet intervalle entre les deux voyages en Ukraine qu'il publie Cousin Ponce, Cousine Bette. Qu'est-ce qu'il écrira ensuite? Qu'est-ce qu'il publiera ensuite? Alors, pour s'y risquer, bien sûr, il y a cette correspondance là qui est sur la table de chaque personne travaillant Balzac. C'est édition évidemment concoctée par Roger Pierrot. Roger Pierrot, vous savez qu'on a souvent sorti là sur la table sa biographie chez Fayard. Pour moi, c'est de toute façon incontournable. C'est la seule qui baratine pas. Merci Roger Pierrot. Et un deuxième livre de Roger Pierrot, alors qui est chez Stock. On a exactement le même format, voire même un peu plus épais, ce qui est paradoxal. Peut-être même il aurait fallu dire comment Roger Pierrot, la biographie d'F de Hanska est plus épaisse que celle de Balzac. Et ben tu nous la reprends et tu la fais, hop là. Et il l'aurait sans doute fait avec plaisir. Je ne sais même pas si aujourd'hui elle est encore disponible. Moi, la mienne, vous voyez, 170 francs TTC. Elle remonte à plus de 20 ans, janvier 1999. Tiens, le même moment où Michel Beretti traduisait justement le Curtius en échangeant avec Roger Pierrot. Et ce livre-là, évidemment, c'est comme une espèce de micro-coup de zoom par rapport à la biographie principale. Je me proposais, mais tout simplement, très, très tranquillement, de découvrir ensemble les 3 chapitres qui concernent ce deuxième voyage en Ukraine, avec le mariage, avec le retour. Chapitre 20, second séjour de Balzac en Ukraine, octobre 1848, avril 1850. Pour obtenir passeport et autorisation d'entrer dans l'Empire russe, autorisation quasi impossible en cette année de révolution européenne, Balzac avait dès le 14 juillet écrit 2 lettres au comte Uvarov, comme l'année précédente, et au comte Alexis Fedorovitch Orlov, le ministre de la police, qui était aussi le fils de la première femme d'Adam Rzerouski. Il les avait remises à Kisseyev le 20 juillet. Le 26 juillet, 7 août, Uvarov envoie à son collègue Orlov ces lignes prudentes et révélatrices des pratiques du régime autocratique russe qui incitèrent le ministre de la police à se couvrir ensuite de cette tiède recommandation. Citation, « Un écrivain français très connu, Monsieur de Balzac, est venu l'année dernière en Russie où il a séjourné assez longtemps. Le général Bibikov, auquel je l'avais à sa prière recommandé, a été fort satisfait de sa tenue et très gracieuse envers lui, car les opinions de Balzac sont beaucoup plus littéraires que politiques, et il ne s'est jamais mêlé d'affaires. Tu es un littérateur, tu n'es pas très dangereux. Aujourd'hui, le même écrivain m'adresse une lettre que je joins en original à celle-ci. Veuillez, est-ce mon cher collègue, avoir la bonté de me communiquer le sens de la réponse que vous lui ferez, et est-ce aussi, afin que la mienne soit analogue. J'ajoute que, hors cette circonstance, je n'ai jamais eu de rapport avec Monsieur de Balzac, que je ne connais que par ses écrits et sa conduite politique tout à fait passive. Tout à vous, original en français, publié pour la première fois dans BER, page 151, Roger Pierrot, Balzac, page 479, donc on pourrait se reporter là. Tout aussi révélateur, je vais lire tout, on trie pas et puis on verra ensemble après. Tout aussi révélateur est le rapport envoyé 2 jours plus tard par Orlov au tsar. Le célèbre homme de lettres français de Balzac, dans une lettre qu'il m'a adressée de Paris, explique que l'année dernière, après s'être rendu à Kiev et avoir séjourné chez le comte Georges Nessek, il est parti pour Paris où l'appelaient certaines affaires personnelles et a été contraint d'y rester car à ce même moment est survenue l'interdiction de laisser entrer des étrangers dans le territoire de la Russie. Sollicitant l'autorisation de revenir à Kiev, de Balzac
Balzac ajoute qu'étant donné la situation actuelle confuse en Europe, déjà, il souhaiterait particulièrement se trouver en Russie et qu'en outre, il a acheté à Paris, pour le cabinet zoologique du comte Mniszek, une importante et très rare collection d'insectes dont le transport nécessite impérativement sa propre surveillance. De Balzac a adressé la même requête au ministre de l'Instruction publique qui m'a transmis la lettre originale de Balzac en me disant qu'à son avis, ce dernier s'occupe de littérature, se tient à l'écart des affaires politiques et que son précédent séjour en Russie n'a pas donné lieu à douter de lui en quoi que ce soit. Selon les informations que possède la 3e section de la chancellerie personnelle de Votre Majesté impériale, de Balzac s'est rendu de Paris à Saint-Pétersbourg en 1843 et après avoir visité les curiosités de la capitale, est bientôt reparti. Il était recommandé à beaucoup de personnalités de la haute société, s'est conduit en honnête homme et n'a été remarqué dans aucune affaire répréhensible. Puis en 1847, de Balzac est venu de l'étranger dans les provinces de Volhynie et de Kiev, rendre visite à un propriétaire du pays, le comte Mniszek, et pendant son séjour dans ces provinces n'a pas attiré sur soi d'attention défavorable. Considérant la conduite irréprochable de Balzac lors de son dernier séjour en Russie et la requête du comte Ouvarov à son sujet, de mon côté, je croirais possible de satisfaire à la demande de Balzac de lui permettre de venir en Russie, me soumettant entièrement à ce sujet à la haute décision de Votre Majesté impériale. Je suis heureux de présenter avec cela les lettres originales de Balzac adressées au comte Ouvarov et à moi-même, ainsi que les recommandations de ce dernier concernant cet étranger. Mais c'est pas Évelyne Anska qui est l'étrangère, c'est Balzac qui est l'étranger. D'où l'intérêt pour cette phraséologie là, d'aller voir quand même de près ce genre de documents. La Majesté impériale, à qui on le voit remonter les affaires les plus minimes, daigna apostiller en russe et au crayon le rapport de son ministre. Oui, mais avec stricte surveillance. Rien que pour ça, il fallait lire le passage. Orlov ajouta ensuite, toujours au crayon, en informer Bibikov et écrire à M. Balzac de ma part, poliment et brièvement, que l'autorisation de pénétrer sans encombre en Russie lui est accordée, etc. La réponse brève et polie d'Orlov, arrivée le 20 août, est publiée, toujours les références que donne Roger Pierrot, où trouver les originaux, en lisant une lettre d'Ouvarov du 5-17 août, arrivée à Paris le 26. Balzac put méditer sur ces lignes. Vous trouverez ici l'oubli de la tempête qui bat le monde politique. Venez, monsieur, partagez la sécurité profonde dont nous jouissons. Vous verrez que rien de ce qui a bouleversé l'Europe n'a ralenti un seul instant le progrès régulier et paisible dont vous avez été il y a un an le témoin. Alors, comme on prend le livre de Roger Pierrot en cours de route, il y a des choses, par exemple, les petits noms qu'on se donne, ce Mniszek, on va l'appeler Gringalet, et Bilboquet, c'est un petit peu lui. En août, Gringalet Mniszek avait généreusement envoyé à Bilboquet 10 000 francs sans condition de remboursement. Cela l'aida à payer quelques dettes, mais ne fut pas suffisant pour le voyage. Après s'être fait un peu tirer l'oreille, l'éditeur Hippolyte Souverain accepta finalement de prêter à Balzac, un voyage, ça se paye, 5 334 francs jusqu'à la fin d'avril 1849, moyennant un dépôt en garantie de 15 actions du chemin de fer du Nord. On se croirait dans un livre de Balzac. Là. Balzac obtient son passeport à la préfecture de police le 22 août, les visas à la légation russe une semaine plus tard. Il remercie ses protecteurs russes, avise Haeckel, le directeur des douanes, de sa prochaine arrivée. Le 19 septembre, après avoir donné 2 procurations à Laurent Jean pour ses affaires littéraires, et par devant notaire, procuration générale à sa mère, chargée de veiller sur la maison de la rue Fortuné, sur les fournisseurs et les créanciers. Ah ouais, il faut un document notarié. Il peut prendre à la gare du Nord le train du soir pour Cologne. Et là, ce genre de détails, nous, là, maintenant, on va pouvoir commencer à en profiter. Balzac en train de la gare du Nord
jusqu'à Cologne. Balzac: j'irai de Paris à Brody tout d'une traite. On ne s'arrête que 3 heures à Berlin. On repart immédiatement pour Cracovie. On va maintenant en 60 heures de Paris à Cracovie. Et à Cracovie, on s'embarque immédiatement pour Lemberg. Et idem à Lemberg pour Brody. Là, c'est la correspondance donc à Madame Hanska. En 1 an, le progrès était considérable. 60 heures de Paris à Cracovie, où cependant son passeport n'est visé que le 23. Au lieu de 90, en fait, il s'attarde en visite. Est à Brody le 26, franchit la douane de Radziwiłłów le 27. S'il n'arrive que le 2 octobre, c'est qu'il fait étape quelques jours au château de Wisniowieck chez André Mniszek, qui l'accompagne ensuite à Wierzchonia. Donc là, le domaine, enfin, de Madame Hanska. Ce second séjour en Ukraine va se prolonger jusqu'en avril 1850. Bibikov et Fundukley, tout en étant très aimable, le surveillent attentivement. Ainsi, le 4-16 novembre 1848, je crois qu'il y a 2 calendriers différents et que Pierrot note les dates pour le calendrier côté Est-Europe et le calendrier français. Sa Majesté l'Empereur a gracieusement daigné permettre à l'écrivain français Balzac, qui est déjà venu ici l'année dernière, de revenir en Russie, mais sous une stricte surveillance. Balzac est arrivé dans le district de Skvirsk. Je lui ai délivré une carte de séjour dans la province de Kiev et un passeport pour la ville d'Odessa. J'ai l'honneur de demander à votre Excellence, pour le cas où Balzac irait à Odessa, de donner l'ordre nécessaire pour établir à son égard une sévère surveillance, dont vous voudrez bien me faire connaître les résultats. Archives Odessa, texte traduit du russe, Alexev, etc., etc., Krasny, Kharkiv, 3, 1923, page 303, 307. Ah ouais, c'est des documents comme ça, là. Comme, vous voulez de la littérature, allez écouter les textes où on écoute Balzac directement. Là, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous en savez du 2e voyage en Ukraine? Moi, j'en sais pas beaucoup, alors on le partage. Ce projet de voyage à Odessa pour veiller au débarquement et à l'acheminement de cette grande collection de coléoptères achetée en France par Georges Mniszek était l'un des prétextes de la demande d'autorisation de revenir dans l'Empire russe, invoqué dans les lettres aux comtes Uvarov et Orlov, soumises au tsar. Il fut vite abandonné, semble-t-il. Malgré toute l'obligeance de Haeckel, les bagages de Balzac, arrivés à Wierzchonia le 2 octobre, comme indiqué plus tôt, ne lui parviennent que le 6 décembre. On se croirait dans les aéroports d'aujourd'hui. Mon bon et cher monsieur de Haeckel, je vous remercie 1000 fois de toutes vos bontés. Je vous annonce qu'elles n'ont pas été vaines. Me voici en possession de mes effets, sans de trop grands malheurs. 2 mois d'attente. Il ne se trouve que ma lampe, entièrement cassée, et j'en ferai venir une autre, en demandant au ministre d'en permettre l'entrée. Il avait dû laisser ses bagages à la douane. 4 lettres avaient été nécessaires pour en obtenir livraison, après avoir envoyé les clés à Haeckel. Pour obtenir dédouanement et visa de la censure pour l'importation d'un dictionnaire des sciences médicales, qu'il souhaitait offrir pour les étrennes au docteur Noté, il faut demander l'appui d'un émigré français, archéologue et numismate bien en cours à Kiev, le baron Stanislas Chaudoir. Et là, on nous met un petit peu sa bio à ce Chaudoir. Les lettres écrites ou reçues pendant ce second séjour ukrainien occupent les pages 380 à 755 du tome 5 de la correspondance de Balzac. Alors on irait y voir bien sûr dans la correspondance de Balzac tome 5, on y trouve des détails poignants sur la dégradation de sa santé, son incapacité à travailler, sur les hésitations, les humeurs d'Evelyne et les tracas éprouvés par elle pour réaliser un projet de mariage avec un étranger, fût-il célèbre et muni de nombreuses recommandations. Elles nous fournissent aussi des informations sur la maison de la rue Fortuné, sur les affaires littéraires et financières à Paris. On citera ici une lettre datée de Wierzchonia, 29 novembre, envoyée à Alexandrine Moniuszko à Dresde. Le ton est bien différent de celui des passages la concernant, reproduits dans le chapitre précédent. Je ne m'attendais pas, madame, au plaisir de vous remercier, à Dresde, de l'aimable lettre d'adieu que vous m'aviez écrite d'Ostende, qui a fait tant de plaisir à votre sœur. Je vous croyais en Italie et vous voici sur la route d'Olesine. Permettez-moi de vous en féliciter. Passez l'hiver à Dresde, quand la comtesse Olisar s'y trouve. Cela vaut mieux que Nice, et vous ne perdez pas au change, car
pour les quelques heures que j'ai eu le bonheur d'obtenir d'elle, j'ai vu pourquoi la comtesse l'aimait tant. C'est une délicieuse personne, aimante, spirituelle. Enfin, je ne sais pas si c'est l'affection si touchante qu'elle lui porte qui a été le talisman, mais elle m'a tourné la tête. Vous savez par vous-même que tout ce qui a frôlé la rose m'est sacré. Je suis ici, vous le comprenez, le plus heureux du monde. Georges et Anna sont deux anges du plus beau modèle, s'aimant évidemment pour la vie, exquis et gracieux pour tous ceux qui les entourent, et particulièrement pour moi, ce qui m'ôte la pensée de Paris. Votre chère Pauline aura, je l'espère, recouvré sa fraîcheur de camélia qui la rendait si ravissante que tous les Parisiens se retournaient pour la voir et peut-être aussi pour déguster la grâce de la mer. Elle se porte sans doute à merveille, puisque vous la marierez peut-être à Dresde. Puisque vous voyez Madame Olizard, rendez-moi le service de mettre mes hommages à ses pieds en me rappelant à son souvenir. Dites-lui que sa lettre a fait sauter de joie Madame Evelyne et que j'ai raconté très orgueilleusement sa visite de point en point à la petite maison de Beaujon que vous avez honorée de votre attention. En contraste avec ce Virchonia idyllique, voici un bilan presque désespéré envoyé à sa sœur Laure-sur-Ville pour qu'elle lui parvienne le 1er ou le 2 janvier 1849. Les affaires ici sont plus difficiles que jamais. Tout va mal pour moi. Les dettes qui sont encore de 100 000 francs effrayent beaucoup. Aussi, si je n'étais pas là, je crois que tout serait abandonné. Cette maison qui revient à 350 000 francs, sans argenterie, sans linge, sans chevaux ni voiture, etc., me paraît être une folie. Et au lieu de me servir, elle m'ennuie. On me trouve trop magnifique. L'avenir ne me paraît pas en beau. Je ne sais pas si je ne reviendrai pas encore avec une nécessité de travailler lorsque la littérature reprendra. À 50 ans, avoir encore 100 000 francs de dette et ne pas être fixé sur une question qui est toute ma vie et mon bonheur. Voilà la thèse de l'année 20 décembre 1848. Dans la lettre de Balzac à Madame Moniosco précitée, vous pouvez lire également « J'ai vu par un passage de la lettre de Madame Caroline à Anna que, sans doute, grâce à vous, j'avais le bonheur de ne pas lui être indifférent. J'ai reconnu là votre partiale amitié. Je vous en prie, donnez de la grâce au remerciement que je vous prie de lui en faire pour moi. » Caroline Tchirkovix écrit alors à Balzac, qu'elle ne connaissait toujours pas, une lettre non retrouvée. En date de Virchonia, janvier 1849, il réplique en termes ampoulés « Votre aimable lettre m'a prouvé pour la 10 000e fois que les hommes suspectés de supériorité sont des parias. Si j'eusse été un homme ordinaire, vous seriez venu à Virchonia et vous nous auriez accordé le charme de votre présence. » Après un éloge un peu trop appuyé de l'adorable sœur qu'elle avait à Virchonia, galant et pâteau, il ajoute « Il m'est impossible de rester indifférent aux bontés que vous daignez me témoigner. Je regarde votre amitié sincère comme une chose trop précieuse pour ne pas en être fier. J'irai jusqu'à Dresden vous en remercier s'il m'était possible de quitter votre sœur. Or, on peut tout faire ici-bas, excepté l'impossible. Je ne peux vivre que là où est Madame Evelyne. Et avec le temps, l'attachement et ses douceurs, c'est devenu pour moi la nécessité de mon existence. » Pendant ce temps, les déceptions académiques se succèdent à Paris. Le 11 janvier 1849, au premier tour de scrutin, l'Académie française élit au fauteuil de Chateaubriand le duc de Noailles par 25 voix sur 31 votants. Balzac en a obtenu 4, celles de Victor Hugo, Lamartine, Ampis et Pongéville. 3 jours après cette élection, le théâtre du gymnase dramatique crée Madame Marneffe, où le Père prodigue, pièce en 5 actes de Louis Clerville, adaptée de La cousine bête avec l'accord de Balzac, à qui revenait le tiers des droits d'auteur. Rendant compte de cette pièce dans la presse du 15 janvier, Théophile Gautier protestait contre les 4 voix seulement que Balzac venait d'obtenir à l'Académie, vantait sa réputation européenne, son talent immense, son génie, et ajoutait « La divine comédie n'est pas plus complète pour le monde invisible que la comédie humaine pour le monde réel. » Cela n'impressionna pas les 27 académiciens présents qui, le 18 janvier, eurent besoin de 3 tours de scrutin pour élire le comte de Saint-Priest au fauteuil de Jean Vatou, Balzac obtenant successivement 2 voix, Hugo et Vigny, puis 1, Hugo et 0. En février, la librairie Furnes et compagnie annonce une nouvelle souscription pour la publication de la Comédie humaine. 17 volumes, y compris Les parents pauvres,
en 340 livraisons à 0 francs 25. Le siècle, musée littéraire, donne une nouvelle édition de l'Histoire des 13. Charpentier reproduit pour la 3e fois son édition d'Eugénie Grandet. En mars 1849, le théâtre historique refuse de monter le Faiseur que Laurent Jean lui avait proposé au nom de Balzac. Un neveu de Madame Hanska, second fils de son frère Adam et de sa 3e femme, Edwige, Adam Witold Rzewuski, qui avait été le dernier propriétaire de Wierzchownia avant la Révolution russe, a publié tardivement dans un journal publié en français à Varsovie des réminiscences du séjour d'Honoré de Balzac à Wierzchownia par son neveu. Edwige Rzewuska, auteur sous le pseudonyme de Ludwig Piotr Leliwa d'ouvrages sur l'histoire de la Pologne, n'avait pas connu Balzac, mais elle entourait d'un culte la moindre trace des souvenirs à Wierzchownia. Sa chambre de travail, située dans l'aile du palais, avec sa large cheminée en stuc de couleur claire, auprès de laquelle il passait avec ma tante des nuits entières en interminables causeries. Son bureau, chaque meuble de cette pièce était conservé à la même place que du temps de Balzac. Enfant, il se plaisait à écouter les souvenirs d'un vieux domestique ukrainien, Thomas Hubernakczak, mort plus que centenaire au début du XXe siècle, qui avait été le valet de chambre de Balzac. Donc toujours le neveu de Madame Hanska, Adam Witold Rzewuski, qui fait témoigner ce vieux valet. Monsieur Balzac était un homme très savant. Il écrivait, paraît-il, même en langue française, des livres très intelligents. C'était un seigneur des plus aimables, des meilleurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Je me rappelle combien de fois, en rentrant avec Madame Hanska d'une promenade dans le parc ou les forêts, la première chose que je devais servir dans son cabinet de travail en haut était une tasse de bouillon bien chaud. Il la trouvait pourtant toujours trop froide. Et le soir, il écrivait des heures entières. Comment ces pauvres yeux ne lui faisaient-ils pas mal ? Je me rappelle que chaque nuit, vers les 2 heures, lorsqu'il avait fini d'écrire, dans sa chambre en haut, Madame la Comtesse me donnait l'ordre de lui porter une tasse de café bien brûlant. Je les trouvais assis, toujours, au coin de la cheminée. Il parlait, jusqu'au matin. De quoi pouvait-il causer si longtemps ? Le même, on voit bien qu'il est très intelligent, bien plus même que certains instituteurs français que mes voisins font venir de l'étranger pour éduquer les enfants, car il n'y a qu'un homme très savant pour être délicat à ce point avec les pauvres gens, les serviteurs. Phrase qui lui aurait bien fait plaisir à Balzac. Ouvarov, sollicité pour intervenir à nouveau auprès du tsar, s'étant dérobé, Balzac, le 22 mars 1849, dans une lettre à sa sœur Laure, expose clairement la situation. « J'en étais arrivé à me faire permettre d'écrire à Saint-Pétersbourg pour avoir l'autorisation du maître souverain, et non seulement le maître n'a pas consenti, mais par l'organe du ministre, il nous a été dit qu'il y avait des lois et que je n'avais qu'à y obéir. Or, la loi oblige Madame Hanska à vendre ses biens, car la femme d'un étranger ne peut conserver sa fortune dans le pays qu'en vertu d'un oukase. Or, Madame Hanska ne possède pour toute fortune qu'une terre de 1000 sujets et sujettes d'un revenu de 20 000 francs. La vendre, c'est se ruiner. La donner à sa fille, si le plus affreux malheur arrivait dans ce pays, les mères ni les pères n'héritent pas de leurs enfants. Pour obtenir ce décret, cette oukase leur permettant d'échapper à la loi du 17 avril 1834, le 22 mai, ou 3 juin selon le calendrier, une supplique destinée à être soumise à Nicolas Ier fut envoyée par Madame Hanska à Bibikov, à qui Balzac venait de rendre visite dans le courant de mai, durant un bref séjour à Kiev. Monsieur le général, Monsieur de Balzac, que vous avez accueilli avec une si gracieuse prévenance, m'a dit vous avoir fait part de ses projets à mon sujet et de la protection que vous avez daigné lui promettre à mon égard. Comme il est appuyé auprès de moi par mes enfants et que tout ce que je sais de son caractère, d'après une connaissance de 16 ans, me garantit en lui un fidèle appui pour mes vieux jours, je ne vois aucun obstacle de ma part, au moins, à mon union avec lui. Et il ne me reste plus qu'à solliciter la bienveillante intervention de votre Excellence auprès de Sa Majesté l'Empereur afin d'obtenir son gracieux consentement.
Vous ajouteriez, mon général, une grande faveur à cette bonté si vous pouviez m'obtenir la permission de garder, et bien que marié à un étranger, une petite terre que je possède en propre dans le gouvernement de Kiev et qui est toute ma fortune. Quand on a été pendant tant d'années l'heureuse et si fidèle sujette de notre grand et bien-aimé souverain, on ne renonce pas sans douleur à un pareil maître. Et quoique jamais je ne cesserai d'être sa sujette de cœur, je voudrais rester toute ma vie, si cela était possible, sa sujette de fait et de droit. Ma fille, Madame Nessek, est ma seule héritière. Vu mon âge et mes infirmités, je n'en puis plus avoir d'autres. L'obstacle légal qui interdit à un étranger de posséder des biens-fonds en Russie ne peut donc pas avoir lieu à mon égard, ayant d'ailleurs remis à mon gendre l'administration de cette terre dont je ne veux me réserver que la rente viagère. Dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, soyez persuadé, général, que je m'en remets entièrement à ce que Sa Majesté daignera décider de moi, n'ayant eu jamais d'autre désir dans mon humble obscurité que d'accomplir la volonté souveraine de ce grand monarque en appelant sur lui et sur son auguste famille toutes les bénédictions célestes. Excusez, mon général, la liberté que je prends de venir vous importuner ainsi, au milieu de sollicitudes et de graves préoccupations qui absorbent votre précieux temps. Alors tout ça, évidemment, c'est empoulé, c'est des lettres officielles, mais ça donne bien le caractère concret des enjeux qu'il y a derrière. Je suis effrayé en pensant au néant de mes intérêts comparés à ceux auxquels vous donnez toute votre attention. Mais je me rassure par l'idée que moi aussi, j'appartiens à la grande famille que vous gouvernez depuis de longues années avec tant de sagesse et d'honneur et qui vous doit son repos et sa sécurité. J'espère donc, général, que je puis compter sur votre appui bienveillant et protecteur et que vous ne nous refuserez pas de contribuer au succès de l'espoir que j'ai de pouvoir toujours vous nommer mon autorité et mon gouverneur général. Quoi qu'il arrive et dans tous les cas, soyez toujours assurés de mes sentiments de haute considération, de déférence et docilité avec lesquels j'ai l'honneur d'être votre Excellence. De votre Excellence, la très humble et très obéissante servante Evelyne Anska, Virchonia, gouvernement de Kiev, district de Skvira. La flagornerie était habituelle dans les rapports des sujets de l'Empire russe avec leur maître. Mais pour garder, après son mariage, les revenus de cette petite terre qu'elle possède en propre, c'est-à-dire Polovka, elle en rajoute auprès de Bibikov, persécuteur de la très soumise noblesse polonaise d'Ukraine. Ce fut en vain. La réponse négative de l'autocrate fut transmise sèchement le 2 juillet 1849 par le général-gouverneur. Madame, j'ai l'honneur de vous informer que Sa Majesté l'Empereur n'a pas accordé son consentement à ce que vous conserviez, Madame, vos droits de propriété sur la terre que vous possédez dans le cas de votre mariage avec Monsieur de Balzac. Nous avons très peu de témoignages directs émanant d'Evelyne pendant que Balzac était auprès d'elle. Une seule lettre à sa fille Anna a été conservée pour les derniers mois de 1848 et l'année 1849. Elle a été envoyée en date du 15 août, 27 août 1849 pendant un séjour du jeune ménage à Vishniowiec. Il est nécessaire de la citer longuement dans une biographie aussi impartiale que possible. Tes lettres sont toute ma joie en ton absence. Depuis que je les ai reçues, je ne saurais calculer le nombre de fois que je les ai lues et relues. Tu as bien deviné que Bill Bokeh, donc Bill Bokeh c'est notre honoré, dirait et répéterait sans cesse « Bravo, Madame Schick !» Et en vérité, il y a de quoi te louer et t'admirer. Mais c'est une chose faite et parfaite, il n'y a plus à y revenir. Après ce nouveau témoignage de l'adulation réciproque de la mère et de la fille, elle donne quelques nouvelles de ses proches. Nous sommes plus seuls que jamais. La famille du docteur est toujours en Podolie et Denise nous a quittés hier pour aller voir son frère et sa sœur. Séverine, en revanche, nous tient fidèle compagnie. Viennent ensuite les soucis de la grande propriétaire, de graves incendies qui ont dévasté Bistulovska, Lutych et surtout Tchernobyl. Tchernobyl n'est plus qu'une plaine. De plus de 1000 maisons, pas une n'est restée. Les Juifs sont tellement effrayés qu'ils veulent quitter cet endroit qu'ils disent « maudit » depuis que leur grand rabbin l'a quitté pour s'établir à Ornostaipol. Ils demandent donc à corps et à cri des terrains pour y bâtir. Elle ajoute ensuite avec cynisme et sans charité pour ses sujets
juif, victime d'une calamité. J'ai pensé qu'à Ornstein-Paul, c'était impossible, car 1, il n'y a plus de place, et 2, si l'on prenait sur les terrains cultivés, ce serait une folie, car ce sont les meilleurs terrains de la terre d'Orne. Mais j'ai quelque idée que ton père avait obtenu de Kiev un privilège pour Sooliukche, c'est-à-dire pour y établir une ville, et comme c'est au bord du Dniepr, et que les terrains ne sont là que du sable qui ne produit rien, ce serait magnifique que de leur faire pousser des juifs. Après des commentaires de ton nettement antisémite, elle en vient aux événements militaires marquant la fin du printemps des peuples en Europe centrale. Adam, qui vient d'arriver, m'a demandé la permission d'aller à Zhytomyr, où il a assisté à un Te Deum chanté en l'honneur d'une grande victoire remportée par nos troupes. Il prétend que Georgi et Bem sont pris, mais je crois qu'il ne s'agit que de la bataille de Debrecen, qui a eu lieu le 19 juillet, ou peut-être de la victoire du général Luders en Transylvanie. La santé de Balzac se détériore. Le 30 avril 1849, il a révélé à sa sœur qu'il était très malade et souffrait d'une hypertrophie du cœur qui s'était déclarée à Saché l'année précédente et rendait très pénible les 20 marches à monter pour gagner son appartement de l'aile gauche, décrit plus haut. En juin, il a une affreuse crise. Note de Roger Pierrot. Ces précisions semblent montrer qu'à une insuffisance coronarienne ancienne avait succédé un infarctus du myocarde suivi d'un œdème pulmonaire. Voir Paul Métadier, Balzac au petit matin, la Palatine 1964. Tiens, encore une chose qu'il faut que j'aille chercher, on n'en finira jamais. Après avoir annoncé à sa mère son retour pour les derniers jours d'octobre, il est victime d'attaques de bronchite, souffre d'une fièvre céphalgique intermittente et toujours de son hypertrophie du cœur. Il est soigné plus ou moins bien par les docteurs Noté, père et fils. Leur remède, ingestion de jus de citron pour soigner le cœur de Balzac, avait provoqué en juin de terribles vomissements. Il renonce à rentrer avant le printemps de 1850, hors d'état d'affronter un voyage d'hiver russe comme en janvier 1848. Fin décembre 1849, début janvier 1850, un effroyable rhume le fait rester 10 jours dans sa chambre et même au lit, atteint d'un vrai vomissement de mal de mer. Un projet de voyage à Kiev pour la foire au contrat, prévu pour le 15 janvier, doit être retardé jusqu'aux environs du 28. Ce n'est pas une petite affaire en plein hiver. Il faut avoir loué une maison, y avoir envoyé toute la maison, voiture, chevaux, vaisselle, cuisine, lit, meubles. Lettre à sa mère. À peine arrivé, il tombe malade. Dès le second jour de mon arrivée, en allant faire mes visites aux autorités, un terrible et délétère coup de vent, dit chasse-neige, venu par le cours du Dniepr et qui arrivait peut-être des côtes de la mer Noire, m'a saisi, quoique je fusse enveloppé de fourrure, à ne pas laisser une place à frapper, et j'ai eu le plus atroce rhume que j'ai éprouvé de ma vie. J'ai eu 4 jours de fièvre, j'ai gardé 20 jours la chambre sans sortir. Les bronches, les poumons, tout a été attaqué. Ce n'est pas encore fini. Décidément, ma nature se refuse à l'acclimatement. Ce pays est impossible pour les natures exclusivement nerveuses. Un peu plus loin, il précise, dans la même lettre, que la comtesse l'a héroïquement gardé pendant tout le temps, sans sortir. Elle laisse entrevoir la possibilité d'un retour marié. Nous avons très peu de témoignages sur des rencontres avec la société locale pendant ces mois passés en Ukraine. Il le revit certainement Pauline Resnitch, sa fille Marie, son gendre Keller. La seconde fille, Alexandrine, fut peut-être aussi la connaissance de Paul Tchekanoviechki, qui dans des circonstances romanesques avait épousé Alexandrine à Kiev le 20 juin de juillet 1849 avec pour témoin le prince héritier de Serbie, Milos Obrenović, cousin de la mariée. Pour distraire Balzac pendant sa maladie à Kiev, en février 1850, le curateur de l'université, Michel Josefovitch, lui avait envoyé les planches d'un ouvrage en préparation sur la Russie et lui a rendu visite. C'est en février 1850 que Madame Hanska prit la décision de donner les terres à sa fille afin de pouvoir épouser Balzac et l'accompagner en France. Les formalités politiques et religieuses furent longues, compliquées. Une lettre non datée de Georges Mniszek à sa belle-mère, écrite de Zhytomyr, probablement dans les premiers jours de mars grégorien, voilà le calendrier, la deuxième date, c'est le calendrier grégorien, donne quelques détails sur les démarches faites avec le comte Gustav Olisar auprès de Monseigneur Kaspar Borowski, évêque de Luk, Zhytomyr, et sur l'attitude du comte abbé Viktor Ozarowski,
frère de la comtesse Joséphine Olisard et beau-frère de l'habile et très obligeant Gustave Olisard. L'abbé Ozarowski avait eu souvent des difficultés avec Bibikov, qui supportait mal les catholiques polonais et encore moins les Ukrainiens uniates. Alors, c'est très secondaire tout ça, mais tout d'un coup, ces espèces de sauces là qu'on brasse, je voulais quand même que ça fasse partie là, de ce que nous on met en place. Lettre de Mninsek, le gendre. Chère maman bien-aimée, je vous écris à tout hasard à Berdichiev et vous annonce que tout est prêt. Il n'y a plus que le jour à fixer. Il n'y a eu aucune difficulté. Cependant, après avoir examiné l'état de la place, nous avons trouvé, Olivar et moi, qu'il est impossible que le mariage se fasse à Zitomir. Et cela à cause du monde immense qui se trouve ici pour le carnaval, au point que je n'ai pu trouver une mauvaise chambre qu'après 2 heures de recherche. Puis que les dames d'ici, en tête la princesse Vasilchikov, ont déclaré que si Balzac venait ici, on ne le laisserait sortir qu'après l'avoir examiné comme un vrai bric-à-brac chinois. En un mot, c'est impossible. Il faudrait rester ici 3 ou 4 jours, vu que l'abbé Victor a déclaré avoir besoin de 2 jours au moins pour préparer l'état de la conscience des pénitents. Nous avons donc choisi comme terme moyen la ville de Berdichiev. Olisard et l'abbé attendent donc que nous leur fixions le jour. Ils se rendront tout de suite à Berdichiev à la suite de nos informations. Si ce n'était votre affaire de Berdichiev, j'aurais fixé le jour. Mais c'est impossible. L'évêque a été charmant, on ne peut plus gracieux, d'autant plus que vos papiers, ainsi que ceux de Bilboquet, ne sont pas tout à fait en règle. Je vous conterai cela plus tard. Du reste, il paraît que sans l'habileté et la complaisance de Olisard dans cette petite négociation, je n'aurais pas réussi, car l'évêque avait montré au commencement quelques petites velléités de résistance. Il a fallu la présence d'Olisard et le nom de l'abbé pour aplanir tout cela. Voilà donc tout en règle. Je vous baise les mains, chère maman bien-aimée. J'embrasse ma bonne Sissi qui doit être avec vous à Berdichiev. Signé Zou, le lamellicorne. Signature illustrée par le dessin à la plume de 2 coléoptères, souvenez-vous, la collection d'insectes rapportée par Balzac. Finalement, le mariage est célébré en l'église Sainte-Barbe et non Saint-Joseph de Berdichiev le 2 mars 1850, je laisse tomber la date en grégorien, vous voulez bien, par l'abbé Victor Ozarowski. Le registre contenant l'acte de mariage, rédigé en langue russe, a figuré en 1993 à l'exposition Balzac dans l'Empire russe, l'an 1850. Le 2 mars, en l'église paroissiale catholique romaine de Berdichiev, le révérend prélat du collège ecclésiastique d'Oluka, Victor comte Ozarowski, en vertu de la dispense des bans accordée le 22 février de cette année, numéro 346 par son éminence, M. Gaspard Borowski, évêque de Luyuk et Zitomir, a uni par le sacrement du mariage le sieur Honoré Balzac, célibataire, âgé de 50 ans, natif de Paris, de la paroisse de Saint-Philippe, et muni de l'autorisation de sa mère, avec Ève, comtesse Razewuska, âgée de 46 ans, veuve en ski, propriétaire de la terre de Verkhovnia et paroissienne de l'église catholique romaine de Gewolocza. Aucun empêchement n'ayant été constaté par l'enquête préalable et le consentement mutuel des 2 parties consentantes ayant été constaté, le mariage du sieur Honoré Balzac, fils légitime de Bernard-François Balzac et de Anne-Caroline Laure Salambier, avec Ève Razewuska, fille légitime du comte Rewuski et de Justine Rutlowski, a été solennellement célébré devant témoins dignes de foi, le comte Gustave Olisard, ancien maréchal de la noblesse du gouvernement de Kiev, le comte Georges Nissek, le chanoine Joseph Biablowski et plusieurs personnes qui y ont assisté. L'original en langue russe est conservé aux archives de la région de Zitomir. La traduction donnée ici est avec quelques corrections pour les noms propres. La traduction officielle enregistrée le 1er août 1850 sur le registre des actes de mariage du 1er arrondissement ancien de Paris. Le couple étant représenté par SPB Gaveau. Cet acte nous est connu par un extrait conforme établi le 26 octobre 1863. Comme quoi, si vous contestez, c'est malvenu quand même. 4 lettres triomphales envoyées par Balzac à sa mère, à sa sœur, à Zulma Caro et au docteur Nakar,
nous donne des détails. Ma bonne mère bien-aimée, hier, à 7 heures du matin, grâce à Dieu, mon mariage a été béni et célébré dans la paroisse Sainte-Barbe de Berdichev par un envoyé de monseigneur l'évêque de Jitomir qui aurait voulu me marier lui-même, mais empêché qu'il était, s'est fait représenter par un saint prêtre, le comte abbé Ozachowski, l'aîné des gloires du clergé catholique polonais. Madame Ève de Balzac, ta belle-fille, a pris pour lever tous les obstacles d'affaires une résolution héroïque et d'une sublimité maternelle, c'est de donner toute sa fortune à ses enfants en ne se réservant qu'une rente. Pour sa sœur Laure Surville, il ajoute « Les témoins étaient le comte Georges de Mnissiek, le gendre de ma femme, le comte Gustave Olizar, beau-frère de l'abbé comte Ozarowski et le curé de la paroisse. Zulma Caro a droit à une lettre affectueuse où il revient avec émotion sur leur longue amitié. Il y a 3 jours, j'ai épousé la seule femme que j'ai aimée, que j'aime plus que jamais et que j'aimerai jusqu'à la mort. Donc, dès que vous voudrez venir à Paris, vous y viendrez, sans même nous prévenir. Vous viendrez rue Fortuné, comme chez vous, absolument comme j'allais à Frappel. C'est mon droit. Je vous rappelle ce que vous avez dit de moi un jour à Angoulême, lorsque, brisé d'avoir fait Louis Lambert, malade, et vous savez comment, je craignais la folie, je parlais de l'abandon où on laisse ces malheureux. Si vous deveniez fou, je vous garderais. Jamais ce mot, ni votre regard, ni votre expression n'ont été oubliés. Il y a Zulma Caro, en général, ça triche pas, les lettres. Le docteur Nacquart, qu'il avait connu, sans particules, les pauvres saute-ruisseaux, a droit, lui, à une explosion de vanité. Le 14 de ce mois, l'un des plus éminents prélats, délégué par l'évêque de Sitomir pour le représenter, a béni mon union avec madame Ève, comtesse Arcevouska, maintenant Madame Ève de Balzac, en apprenant que je suis le mari de la petite nièce de Marie Leczinska, que je deviens le beau-frère d'un aide de camp général de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le comte Rzewuski, beau-père du comte Orloff, le neveu de la comtesse Rosalie Rzewuska, première dame d'honneur de Sa Majesté l'Impératrice, le beau-frère du comte Henri Rzewuski, le Walter Scott de la Pologne. Je vais avoir à subir 1000 plaisanteries. Les petits journaux diront que je suis cousin du soleil et gendre de la lune, comme l'empereur de la Chine. Pauvre Balzac. Si la parenté avec la reine de France était assez lointaine, celle réelle avec Adam Rzewuski, dont la comtesse Orlova était fille de sa première femme avec la tante Rosalie, ne furent d'aucun secours pour Madame Honorée de Balzac, cherchant à conserver ses terres. Rentrés à Virchonia le soir même du mariage, ils font peu après un dernier séjour à Kiev pour régulariser acte de mariage et passeport. La lettre d'adieu de Balzac à Bibikov, restée inédite jusqu'en 1993, est datée de Kiev, 11 mars 1850. Croyant que votre Excellence était revenue à Kiev, j'y suis arrivé pour avoir l'honneur de lui faire mes adieux, la remercier de ses bontés en lui en demandant la continuation. Je venais aussi présenter à votre Excellence mon acte de mariage et vous prier de le légaliser par votre signature. N'ayant pas eu l'honneur de vous trouver, à mon grand regret, j'ai remis cet acte déjà légalisé par monsieur le gouverneur de Sitomir entre les mains de monsieur le gouverneur civil de Kiev, et je vous supplie, monsieur le général-gouverneur, d'avoir la bonté, à votre retour, de l'envoyer au ministère des Affaires étrangères, revêtu de votre légalisation, car, ne restant pas ici plus de quelques jours, j'ai chargé le consul général de France à Saint-Pétersbourg de le retirer à la chancellerie de ce ministère, de me l'expédier à Paris avec la légalisation de l'ambassade française pour que je puisse le soumettre le plus tôt possible à nos formalités légales. Vous avez eu la bonté de me promettre toutes les facilités pour mon prochain retour. Et comme tout bon père de famille, vous comprendrez que ma femme et moi, nous désirions revoir les enfants que nous laissons à Virchonia. Si donc rien ne s'y oppose, l'année prochaine, je reviendrai. Vers le printemps, il ne reviendra pas. Peu après avoir accompli ces formalités indispensables, Balzac contracte une ophtalmie avant de regagner Virchonia. J'ai gagné à Kiev une ophtalmie. Mes yeux ont une tache noire qui n'a pas encore disparu et qui couvre les objets. Cela m'empêche encore d'écrire, en sorte que j'ai interrompu mes écritures. Je tâche aujourd'hui d'écrire pour la première fois depuis ce coup d'air. À sa mère, Virchonia, 2 avril. Le mercredi 24 avril, date figurant dans une lettre d'Anna, dans la grosse berline achetée à Francfort,
chargée de bagages, Ève de Balzac, accompagnée jusqu'à la frontière par 2 domestiques, Moïse et Nastka, quitte son domaine Virchonia, qu'elle ne reverra plus. Son mari, non remis de ses troubles cardiaques et respiratoires, l'accompagne. Elle-même a les mains et les pieds enflés, affection qui disparaît vite pendant le voyage. Le dégel n'étant pas achevé, les routes sont dans un état effroyable et le passent péniblement par Berditiev, Zitomierz. Ce n'est pas une fois, mais 100 fois par jour que nos vies ont été en danger. Nous avons eu besoin souvent de 15 ou 16 hommes et de criques pour nous retirer des bourbiers sans fond où nous étions ensevelis jusqu'aux portières. Un pareil voyage use la vie pour 10 ans, car juge ce que c'est que de craindre de se tuer l'un l'autre ou l'un par l'autre quand on s'adore. Balzac à sa sœur Laure, Dresde, 11 mai 1850. En arrivant à Dobno, vers le 28 avril, Balzac doit écrire au préfet de cette ville, qu'il avait bien reçu en 1847, pour implorer son aide. « J'emmène ma femme malade aux eaux des Pyrénées avec la plus grande promptitude, et voilà que je suis forcé de vous écrire avec une plume d'auberge juive. Et sur le papier de cet établissement, on nous refuse des chevaux tout attelés à la poste, et l'aide du maître a eu l'audace de venir nous demander de l'argent pour laisser venir les chevaux. Si vous saviez dans quel état est la route de Jitomir à ici, combien de fois nous avons failli perdre la vie, vous trouveriez que c'est trop de se voir demander la bourse et la vie sur ces damnés chemins. » À la douane de Radivitskov, l'accueil du général Haeckel est bon comme à l'accoutumée. Les lettres échangées entre Ève et Anna durant ce voyage donnent de nombreux détails. Ainsi, à une lettre perdue, écrite de Radivitskov, Anna répond avec son exaltation habituelle en date du 23 avril. « Chère, sublime, divine, incomparable, idolâtrée, adorée, bien-aimée, maman chérie, joie, bonheur ineffable, j'ai une lettre, une chère, longue lettre détaillée. Vous exprimez à quel point j'en suis heureuse, chose impossible. Quel bonheur, quelle joie, mon Dieu, de vous savoir en bonne santé. Mais vous, mon père chéri, qu'est-ce que ces essoufflements ? J'en suis tout agitée, inquiète. Le bon docteur dit seulement qu'il aurait voulu que ce cher, si cher, aimé, eût pu suivre encore 2 mois de traitement avant de s'exposer aux fatigues de la route. Il ajoute que quant à l'état nerveux, il ne doutait point qu'il ne se sentit tout autre et tout ranimé en voyage. Vous savez, ma sublime maman adorée, si je suis insatiable d'avoir de vos nouvelles, mes parents idolâtrés, mon Zou, son mari Mnisek, veut joindre quelques lignes à cette lettre. Je vais lui céder donc la plume, mais pas avant de vous avoir dit encore à tous les deux, mes parents adorés, idolâtrés, par pitié, soignez-vous bien, portez-vous bien, par pitié, pour vos enfants, pour votre Anna. Oh, merci encore 1000 fois pour le bonheur immense que m'a procuré votre chère, adorable lettre de Radzivilyov. Oh, comme j'attends ce Moïse et cette Natska. » Le mercredi 30 avril, ils arrivent à Brody, en Galicie autrichienne, et couchent à l'hôtel de Russie. De là, la mère écrit à la fille « Je ne suis pas du tout contente de sa santé. Ses étouffements deviennent de plus en plus fréquents. Il est dans un état de faiblesse excessive, sans aucun appétit et des sueurs abondantes qui l'affaiblissent de plus en plus. On l'a trouvé si changé à Radzivilyov qu'on a eu de la peine à le reconnaître. Parle-en, je t'en prie, à notre cher monsieur Knoche. Ce maudit chemin lui a fait tant de mal. Quant à moi, chose surprenante, je vais si bien que j'en suis moi-même étonné. Mon mari revient dans ce moment, il a fait toutes ses affaires avec une activité admirable. Nous partons aujourd'hui. Je ne me faisais pas l'idée de ce que c'est que cet adorable être. Je le connais depuis 17 ans, et tous les jours, je m'aperçois qu'il y a une qualité nouvelle que je ne lui connaissais pas, si seulement il pouvait avoir de la santé. Et là, il s'agit des lettres de Ève Hanska à sa fille. Là encore, non plus, il n'y a pas de triche. Et ce sera important de s'en souvenir tout le temps qu'on ira se promener là dans les lettres, dans les moments de tension, et dans le comportement aussi de Madame Hanska à la mort de Balzac, avec le successeur, le peintre Gigou. Ces lignes arrivent à Virchonia le dimanche 12 mai avec une autre lettre perdue envoyée de Przemyśl. Comment on prononce, vous me pardonnerez. Anna répond longuement. « Oh, que je suis heureuse, mon Dieu, j'ai 2 chères lettres adorables, celle de Brody, celle de Przemyśl. C'est surtout la seconde qui m'a rendue si heureuse, car la première, en me rassurant tellement sur la santé de ma divine maman adorée, m'avait bien inquiété à l'endroit de mon père chéri. Au nom de Dieu, je n'ose dire de votre Anna, mon adorée Bilboquet, soignez-vous bien.
Consultez les médecins de Paris. Ne vous bornez pas à Monsieur Nacquart. Consultez-en plusieurs. Consultez le grand Monsieur Roux. Songez que Monsieur Knoté vous disait que les inquiétudes sont fatales à la santé de notre divine maman idolâtrée. Il ne faut pas traiter légèrement sa santé quand on est dans ce bas monde. Le bonheur de 3 personnes, la gloire du plus beau pays du monde et l'admiration de l'univers. Monsieur Knoté, auquel je fais part de tous ces symptômes que vous me mandez, chère adorée maman, dit seulement qu'il n'aurait pas voulu le laisser partir avant d'avoir suivi encore 2 mois de son traitement. Montsou et moi, nous fondons un immense espoir pour sa guérison dans l'air pur, balsamique, doux, caressant de la belle France. Poursuivant la même lettre, le dimanche soir 12 mai, elle ajoute « J'ai causé aujourd'hui avec l'excellentissime docteur de la santé de notre ami adoré. Il m'a assuré à plusieurs reprises qu'il était positivement beaucoup mieux que quand il a commencé à se faire traiter, qu'il aurait voulu seulement qu'il eût pu attendre ici, en suivant son traitement, la saison des bains, et qu'il ne partît qu'alors. Il voudrait aussi que ce père chéri pût se faire diagnostiquer par un grand médecin. Il me charge alors de vous prier, mon adoré père, de lui mander le résultat de cette auscultation pour qu'il puisse voir si cela s'accorde avec ses propres observations. » Après l'étape de Brzemielz, ils sont les hôtes de la comtesse Éléonore Mniszek, mère de Georges et d'André, dans son domaine de Bakądzice. Ils en partent le 3 pour être à Cracovie le 5 mai, à 3 heures du matin. De Cracovie, le 5 mai, Évelyne conte à sa fille leur séjour de 2 jours au château de Bakądzice, où la mère de Georges avait bien accueilli les troupes russes entrées en Galicie, comme on l'a vu, pour mater les révolutionnaires polonais et autrichiens. C'est à nouveau des commentaires pro-russes, anti-autrichiens, destinés à Anna, mais aussi à la censure russe. La comtesse Mniszek est pénétrée, comme nous tous, de la malédiction attachée au nom de polonais. Tous les grands noms se trouvent perdus, ruinés, comme fortune et comme honneur. J'ai trouvé la Galicie fanatique de la Russie et de l'empereur, et l'Autrichien plus haï que jamais, travaillant à se faire de plus en plus haïr, car ils sont humiliés de la préférence qu'on avoue hautement pour la Russie. Ouais, ça sent le flatter la censure. Elle indique également au passage « La santé de Bilboquet est mieux depuis quelques jours, et la mienne va à merveille. Mais ce mieux de Cracovie ne durera pas. » Arrivés à Dresden le jeudi 9 mai, à 4h30 de l'après-midi, ils sont bien reçus par leur bon éclair. La mère donne à sa fille des potins sur la société d'une ville qu'elle connaisse bien. Balzac souffre encore de migraine et de son ophtalmie. Le 11, il peut néanmoins envoyer de Dresden une série de lettres où il proteste contre la reprise de Vautrin, faite par Ostyn au Théâtre de la Gaîté, sans son accord. 15 représentations du 23 avril au 12 mai. Ils font surtout un achat inconsidéré. Si je reste à vous, Balzac, dans une lettre à Louis Véron, il ne restera plus un liard de la fortune de ma femme, car elle a acheté un collier de perles à rendre folle une sainte. Achat fait à crédit, payable 1 an plus tard, chez l'antiquaire Louis Wolff. Mais c'est pour offrir à sa fille Anna. Avant de quitter Dresden, Balzac, le 12 mai, envoie d'ultimes consignes à sa mère en vue de préparer leur arrivée, rue Fortuné. F. de Balzac ajoute quelques mots respectueux à l'intention de sa belle-mère. « J'ai appris avec le plus grand chagrin votre état de souffrance, madame. Je ressens même une espèce de remords, car je redoute beaucoup que ce ne soit dû à tous les ennuis que vous a donné notre maison, que vous avez bien voulu protéger avec un dévouement si maternel. J'espère que l'arrivée de votre cher fils vous remettra. J'aurais voulu vous le ramener seulement dans un meilleur état de santé. Mais il faut espérer beaucoup de l'air natal et des soins éclairés de son excellent ami, monsieur le docteur Nacquart. J'oserais vous prier de remercier ma belle-sœur et son intéressante et charmante famille de leurs affectueux souvenirs. Quant à vous, madame, soyez persuadée que j'attends avec impatience le moment d'offrir personnellement mes respects à la mère à laquelle je dois mon si excellent et parfait mari, et qu'elle trouvera toujours en moi une fille bien affectionnée. F. de Balzac. Il y a cette maîtrise aussi de la langue.
Il traverse la poétique Thuringe et après avoir acheté à Mayence chez l'antiquaire Schwab un vidrecum en ivoire. Alors vidrecum, mot emprunté de l'allemand qui signifie un grand verre à boire, il est peu usité. Larousse, grand verre à boire que les Allemands ont coutume de faire circuler autour de leur table et que chaque convive doit vider à son tour. Il avait déjà un autre vidrecum en argent mentionné dans son testament comme devant être légué au docteur Nacquart. Ils sont à Francfort le 16 mai, jour de la Sainte-Honorée. Balzac a beaucoup de mal à écrire à Anna, traçant les lettres à l'aveuglette, car il ne les voit pas. Il la remercie du cadeau du vidrecum offert par sa femme sur les fonds donnés par Anna, complété par elle, le décrit avec enthousiasme et indique aussi que la réparation de la voiture les retient encore 2 jours, mais qu'il espère être à Strasbourg le 19 mai au plus tard. Et ça aussi, savoir que Balzac, dans cet état de dégradation qui précède là, de quelques mois à peine maintenant, sa mort, dans le retour en France, ne voit plus les lettres. Je ne vous dirai pas, mes chers petits, combien je vous aime, qu'il vous suffise de savoir que j'ai failli me trouver mal 3 fois en vous écrivant. Les yeux ne s'améliorent pas, la maladie va croissant. Je ne puis faire aucun mouvement sans une espèce de syncope, tant l'essoufflement est violent. J'ai hâte d'être à Paris, car ma situation est intolérable. Il est impossible d'être plus admirable que votre maman. C'est un supplice pour moi que de lui donner le spectacle de cette souffrance continuelle. J'attends les effets de l'air du pays et ceux de l'air natal de Touraine. Post-scriptum, Evelyne ajoute: j'ai montré à notre ami Schwab de Mayence ton beau collier de perles. Il a été émerveillé de la grandeur du saphir, de la beauté des perles. Il a dit qu'on a dû être au moins 50 ans à assortir ces perles, tant elles sont égales et belles. Elles sont de 8 carats, 2 fois au moins aussi grandes que les tiennes. Je les soigne comme la prunelle de mes yeux. Tous les jours, je les expose à l'air, car c'est surtout ce que Wolf m'a recommandé. Dis-moi si Zou n'est pas fâché contre moi à cause des perles. Mais je n'ai pu résister à l'espérance de te les voir porter. Tu sais que je n'ai aucune fantaisie qui me soit propre. Mais je ne sais pas résister à celle des êtres que j'aime. Je sais très bien que dans notre position, par exemple, c'est une vraie folie que d'acheter une pièce d'ivoire, quelque belle qu'elle soit, 1800 francs. Mais pouvais-je résister à rendre heureux un pauvre malade qui n'a pas un instant de libre souffrance? D'ailleurs, tu m'avais donné 600 francs, je n'ai eu qu'à ajouter 1200. C'est vrai que ce vidrecum est un chef-d'œuvre de sculpture et d'orfèvrerie. Anna accepta le collier, non sans quelques hésitations. Cette somme aurait peut-être dû être employée à payer une dette de mon père chéri, avant de déclarer: l'eau à la bouche me vient, cette seule pensée est plus loin. Je serais si heureuse que mon père chéri ait eu aussi son plaisir et que j'ai pu y contribuer. Le vidrecum, toujours ces fameux vidrecum, doit être une merveille, en effet, qui brillera de tout son éclat parmi les autres merveilles de la maison fortunée. Il passe par Heidelberg et achète 2 tableaux. À Strasbourg, Gustav Silbermann, collectionneur de coléoptères comme Georges Nessek, après leur avoir facilité le passage en douane, vint les voir à l'hôtel de la ville de Paris, où ils étaient descendus. En route vers Paris, ils passent par Metz, voient la cathédrale, selon un commentaire d'Anna, achevant le beau bouquet d'admirables cathédrales que nous avons eu le bonheur de voir ensemble. De Dresden, le 11 mai, Balzac avait écrit à sa mère: j'espère être rue Fortuné le 20 ou plus tard le 21. Je t'en prie donc instamment, fais que tout soit prêt pour le 19, que nous trouvions à déjeuner ou à dîner quand même les provisions seraient perdues, car j'ignore à quelle heure nous arriverons l'un de ces 3 jours-là, 19, 20 ou 21. Je te conjure d'aller soit à Suresnes, soit chez Laure, car il ne serait ni digne ni convenable que tu reçusses ta belle-fille chez elle. Elle te doit du respect et doit aller trouver chez toi. Telle est sa conception de l'étiquette. Merci maman, mais pousse-toi de là, c'est elle qui ira te voir. Une fois que tu auras mis toutes les provisions en ordre et rempli le frigo. Bien que souffrant de ses nerfs, la vieille dame avait obéi, fait tout préparer, quitté la maison en la laissant à la garde du valet François et de la cuisinière Marguerite. Voilà l'arrivée de Balzac, le retour de Balzac à Paris, après ses 18 mois en Ukraine et son mariage. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on peut en voir? C'est toujours cette même question. Comment voir à travers des éléments de rhétorique qui nous sont donnés chaque fois avec
cette façon générale, sans nous donner visuellement ce qui serait si bien pour reconstruire là, dans leur présence directe ces êtres, leurs paroles. Vous voyez, peut-être pour moi, ce qui est le plus attachant et qui justifie là, cette lecture là, des 3 chapitres là, de Roger Pierrot sur le 2e séjour en Ukraine et le retour, c'est ces paroles du vieux domestique et l'appréciation que le vieux domestique porte à Balzac. Lui seul, il parle au concret. Ce bouillon-là qu'il lui porte et que Balzac ne trouvait jamais assez brûlant. Balzac roman, on continue.